Bonjour, bonsoir, j'espère que vous êtes très bien affalés dans votre fauteuil à la maison. Oui, je sais que comme tous les jours, alors que nous présentons cette émission, vous êtes nombreux à nous regarder depuis votre maison. Cette fois-ci, nous avons choisi de faire venir un invité pas comme les autres. C'est un homme qui s'est distingué dans l'univers médiatique camerounais aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il roule pour beaucoup d'autres maisons de médias. En tout cas, il s'appelle Jason Black. Nous allons le recevoir dans une fraction de minute. On se retrouve tout de suite. Alors, Jason Black, il est de coutume dans cette émission de prêter serment qu'au cours de celle-ci, tu répondras à toutes les questions que nous allons te poser. Alors, es-tu prêt à prêter serment, Jason Black? Merci déjà de me passer la parole, merci de penser à moi. Prêter serment, je ne sais pas dans quel piège vous m'embarquez, dans quelle aventure vous m'embarquez, mais je vous fais confiance, Marius Castella. Je prête serment. Donc, rapidement entrer dans le vif du sujet qui consiste à savoir qui est vraiment la star. Jason Black, qui êtes-vous? Qui est Jason Black? Quelle question. Franchement, Marius, si je vous dis que je ne sais pas exactement, je ne sais plus où j'en suis aujourd'hui, je ne sais plus. Je crois que je suis un amoureux de choses intéressantes, je suis un amoureux des médias, je suis un amoureux de la vie, je suis un amoureux des... Je ne sais pas, au finish, je ne sais plus où j'en suis. Au début, je voulais juste être un petit journaliste, mais ça a pris de l'ampleur, si bien qu'aujourd'hui, vraiment, je ne sais plus exactement où j'en suis. Jason Black est né où? Où est-ce qu'il a fait ses études? Voilà. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Je suis d'origine camerounaise, je suis né à Douala, j'ai fait mes études ici à Douala. Par la suite, je ne sais pas à quel moment c'est arrivé, je crois dans les années 97, 98 ou 96. On était du côté de la CRTV, c'était la fin des ondes courtes, le début de la modulation de fréquence. On n'écoutait plus la radio, ça ne grésillait plus beaucoup. Là maintenant c'était de la bonne qualité d'écoute. Et je suis entré dans cette mouvance-là avec d'autres gens de ma promotion comme, je peux citer les noms, je peux citer, il est à Yaoundé aujourd'hui et je suis très fier de lui, j'oublie son nom, pourtant lui quand on l'interviewe, il parle bien souvent de moi. Alors Alain Dexter par exemple, voilà, justement on est dans la même génération, avec les Cyril Bogico, avec Jocelyne Nankam à l'époque, qui est devenue Jocelyne Fosso, il y a eu d'autres, Martin Kamumim, il y a beaucoup d'autres camarades avec lesquels on a commencé comme ça, on est de la même promotion si vous voulez. Moi par la suite, j'avais été appelé par Radio France Internationale pour être l'un des acteurs en Afrique centrale. Ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. Ça a été une partie de ma vie très importante. Et j'ai toujours voulu aller un petit peu plus loin, D'où, à un moment donné, mon aventure vers d'autres régions, d'autres pays. Parce que ce métier vous fait voyager. J'ai eu la chance de voir d'autres contrées, de voir d'autres gens, de voir d'autres cultures, de vivre dans d'autres pays et de voir comment ça marche, et d'y travailler même et de voir comment ça marche. Vous n'êtes pas arrivé, n'est-ce pas, dans l'univers médiatique par un cours de baguette magique. Qu'est-ce qui vous a propulsé dans cet univers-là? C'est sûr que quand je regarde, si je regarde cette émission en rediffusion, je me dis, oh mon Dieu, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. C'est toujours comme ça. Mais qu'est-ce qui m'a projeté là-dedans? C'est peut-être l'amour, l'envie de vouloir exprimer. Je me suis rendu compte qu'on peut partager des choses, qu'on peut aimer des choses, qu'il y a des choses qu'on peut voir ou qu'on ne peut ne pas voir, des choses qu'on ne peut pas percevoir, mais que si une oreille ou un œil attentif arrive à capter, on peut maintenant aussi essayer de partager. Donc quand moi je vois quelque chose qui est intéressant, tout de suite j'ai envie de partager avec les autres. Il m'arrive de voyager, de goûter un plat. Je prends un exemple, par exemple, au Cap-Vert, il y a un plat qu'on appelle le cachupa national, qui est un plat typiquement du Cap-Vert. Quand vous mangez un plat de cachupa et que vous rentrez au Cameroun, vous avez envie de raconter ça, de manière à ce que celui qui vous écoute, qui vous regarde, ait l'impression qu'il est en train de goûter ce cachupa. C'est cette sensation de pouvoir, de réussir à raconter quelque chose de manière assez fidèle. Je crois qu'il y a tout ça. Il y a tout un mélange de choses. Il y a toutes ces couleurs qu'on a envie de redonner. Il y a la beauté de la vie que l'on a envie de montrer qu'attendez, ne regardez pas la vie seulement tristement. On peut aussi regarder la vie positivement. Pas parce qu'on est très heureux, mais parce qu'on pense qu'on peut être heureux. Donc il y a beaucoup de...
comment dire, il y a beaucoup d'axes dans votre question. Et en général, c'est ça. La vie n'a pas été toujours rose pour Jason Black, oui, surtout en ce qui concerne le moment où il entrait dans ce milieu médiatique. Alors, Jason Black, peux-tu nous raconter en quelques mots alors les souffrances que tu as connues dans ce monde-là? Souffrance, peut-être, je ne sais pas si je peux dire souffrance, je peux dire plutôt épreuve. Épreuve qui vous permettent de traverser certaines, de braver certaines situations, de traverser des barrières. Peut-être difficultés, je ne sais pas. Peut-être quand vous arrivez nouvellement dans... Je prends un exemple, hein. Moi j'ai été... je ne raconte pas souvent cela. Le métier vous amène à faire même parfois des choses qui vous étonnent à un moment donné. Moi je me rappelle qu'on s'est fait arrêter. Mon binôme et moi, quand je dis mon binôme, c'était celui avec qui je travaillais en Côte d'Ivoire, il s'appelle Simon Quadio, ça a toujours été mon réalisateur, Simon Quadio. Nous étions partis au Ghana. On partait de la Côte d'Ivoire pour le Ghana et nous avons pris un vol. On partait pour rencontrer un groupe de gospel. On avait été envoyé par un producteur. On partait pour rencontrer un groupe de gospel et essayer de faire un reportage autour de ce groupe qui était un groupe mythique qui voyageait à travers toute l'Afrique australe et occidentale. Et nous avons voyagé d'Abidjan pour Accra en avion. Et comme l'avion ne volait pas très haut, je pouvais voir, parce que je pouvais voir le Ghana un petit peu. Je voyais que c'était très beau, qu'il y avait des plages d'au moins 30 km, de longues plages, et que tout était blanc et tout ça. Et en quelques minutes, on a atterri à Accra. Moi, j'ai dit à Simon, mais Simon, au retour, on ne prend plus l'avion. Au retour, essayons de prendre la route pour pouvoir mieux capter ce qu'on a vu. Lui, il était comme moi, il était un passionné, il était tout à fait d'accord avec moi. Et donc, du coup, quand on est arrivé à Accra, on a fait ce qu'on avait à faire. Et pour le retour maintenant, on a pris la route. On a pris la route et on est arrivé à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Ghana qui s'appelle Noé. À cet endroit, je ne sais pas, moi j'ai voulu plutôt, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai voulu traverser la frontière sans passer par le poste de contrôle parce que je voulais découvrir une rivière que j'avais vue dans un bouquin. Cette rivière existait et ça m'étonnait beaucoup. Je voulais absolument voir cette rivière. On vous raconte que la reine Baoulé avait traversé quelque chose comme ça. Et moi, la légende est revenue et j'ai dit que mais à côté de la légende, il y a quand même une réalité. J'ai eu envie de découvrir ce fleuve-là. Alors, je suis allé plutôt traverser le fleuve au lieu de passer, alors que j'avais mes papiers, je suis plutôt allé traverser le fleuve au lieu de passer normalement par le poste de contrôle de la frontière. Et quand j'arrive de l'autre côté, il y a un policier qui nous avait interpellé. On avait loué une voiture, il nous a interpellé, il nous dit ben, comment vous êtes arrivé ici? Non, on vient d'Accra. Où est le visa de la frontière? Le visa du poste de frontière? Elle n'avait pas. Mais vous êtes bizarre. Et comme le Cameroun venait de la Côte d'Ivoire à cette époque-là, je pense, je me rappelle plus c'était en quelle année, nous avons fait rentrer dans un poste de police, on nous a enfermés là-bas. On y a passé une nuit. Je rigole parce que à un moment donné dans la nuit, mon pote là, il m'avait dit, mais pourquoi on est ici? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, ça a duré 24 heures et après ça s'est bien passé à la fin. Je suis très heureux parce qu'à la fin de ça, il y a le patron de la police, le préfet de police, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, hein, le préfet de police qui m'avait présenté ses excuses en me disant, vous savez, mon cher, on est en guerre. C'était quand la guerre commençait, Gbagbo était encore au pouvoir avant qu'il ne parte. Donc, il a dit, vous savez, en temps de guerre, il n'y a pas de loi. Je n'oublierai jamais ça. Comment être parti de la Côte d'Ivoire pour te retrouver au Cameroun alors qu'on sait que les salaires là-bas sont assez alléchants? Alors, au Cameroun, on sait tout de même également que les salaires dans le privé ne sont pas toujours, n'est-ce pas, ce qu'on attend. Pourquoi être parti de la Côte d'Ivoire alors que, entre guillemets, tu vivais une très belle vie là-bas? Je retourne régulièrement en Côte d'Ivoire parce que c'est une terre qui m'a donné beaucoup. J'ai des amis, j'ai ma famille d'accueil là-bas, j'ai une partie de mon cœur sur cette terre-là. Donc j'y vais, quand l'occasion se présente, j'y vais. Là, je prépare par exemple un voyage pour bientôt. Alors parlons maintenant des salaires et tout. Vous savez, dans ce métier, c'est chacun qui négocie son cachet. Il y a des cachets qui sont négociés au Cameroun qui sont supérieurs à celui d'un autre animateur ou d'un journaliste en Côte d'Ivoire, et vice-versa. Donc, c'est chacun qui négocie son salaire. Je n'ai pas travaillé seulement en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé aussi au Mali. J'ai vraiment travaillé au Mali. Et les salaires aussi là-bas, ça dépend de comment vous négociez votre salaire. Donc, la Côte d'Ivoire, je peux y retourner quand je veux. D'ailleurs, je le fais régulièrement, mais
Pour l'instant, je suis au Cameroun et quand je suis au Cameroun, ça me donne envie d'aller en Côte d'Ivoire. Quand je suis en terre ivoirienne, j'ai envie de revenir au Cameroun. C'est magique. Donc, pour l'instant, je suis au Cameroun. Jason Black, donc quelles sont les raisons de vous avez travaillé à Canal 2 International? Donc, alors, quelles sont les raisons de votre départ de cette chaîne? Parce que jusqu'à aujourd'hui, le commun des mortels camerounais ne comprend pas ce qui vous a fait partir de Canal 2. Qu'est-ce qui s'est passé, en toute vérité? Il y a rien de spécial ou de compliqué à comprendre. Disons que moi, j'avais fait 10 ans de télévision déjà. 10 ans, pour moi, c'est énorme dans une seule boîte. Il y en a qui font 30 ans dans la même boîte. Ça, je n'ai rien contre ça. Mais moi, j'avais fait 10 ans. Je me rappelle bien que je suis arrivé à Canal 2 en 2006. Je suis reparti en 2016, je crois. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est ça. Et je pense que j'avais donné ce qu'il fallait, suffisamment ce qu'il fallait de moi. J'avais donné. J'avais aussi besoin de changer un petit peu. Il n'y avait pas eu un problème. J'avais eu envie de changer. Je voulais de nouvelles choses. Je voulais partir vers d'autres horizons. Il y avait de belles propositions aussi. Comme ça arrive dans ce métier, j'avais envie de bouger, quoi. Je ne suis pas parti en faisant un problème. Non, non, je crois que ça s'est passé très bien. Moi, j'ai déposé la démission tranquillement. Et puis voilà. J'ai encore de bons rapports avec des gens de cette maison. D'ailleurs, j'y ai gardé de très bonnes relations avec des amis, des collègues qui sont devenus comme des frères aujourd'hui pour moi. Donc, il n'y avait pas vraiment eu un problème. Mais vous savez, quand vous devenez important, je ne dis pas que je le suis, mais quand vous semblez avoir une petite importance, on s'intéresse beaucoup aussi à vous, à ce que vous faites. Pourquoi il est parti d'ici pour là-bas? Pourquoi si il se pose la question? Mais c'est vous qui avez justement, c'est vous qui ressentez ce que vous avez envie de ressentir. Moi, à chaque fois que je suis parti d'un média pour un autre, je ne suis pas parti ici malheureusement, quoi. Je pars toujours de là avec un sourire, en essayant de laisser aussi quelques souvenirs, de bons souvenirs, quoi. Que si demain, si on pense à moi, on dit, bon, il était ici, voilà, il a fait ci. Donc voilà, avant d'arriver à Canal 2, j'étais déjà à Radio Nostalgie. J'étais à Suite FM même avant Nostalgie, mais j'étais à Lyon. Vous voyez, pour moi, c'est toujours un nouveau souffle. Et ça a été le cas, à partir de Canal 2, pour aller voler un petit peu de mes ailes. Ensuite, je suis devenu directeur général d'ABK. Après ça, je suis parti pour Yaoundé. Donc, je ne me suis pas encore arrêté. De Canal 2 Douala à Yaoundé Vision 4, vous repartez. Et alors qu'on sait que le promoteur de cette chaîne Vision 4 est un homme qui fournit des salaires mirobolants à ses employés. Alors, vous aviez la bonne mine quand vous étiez là-bas. Je ne dis pas qu'on ne l'aviez pas maintenant. Hein. Vous aviez la bonne mine, c'est-à-dire que vous aviez un train de vie assez particulier de celui que vous aviez ici à Douala. Pourquoi être parti d'un endroit où tu étais traité comme un roi, entre guillemets, pour te retrouver une fois de plus à Douala, en tout cas où tu as quasiment, vraiment... je dois dire comme ça, ce que disaient les internautes, hein, il y a eu un petit échec. Je ne sais pas si on peut parler d'échec dans tout ceci. Je ne pense pas. Vous savez, un animateur est toujours en train de cogiter, il est toujours en train de préparer des choses. Moi, je prépare des choses qui voient le jour, et quand elles voient le jour, elles explosent. Pas du tout. Moi, je ne vois pas l'échec là-dedans. Peut-être parce que les internautes n'ont pas bien compris ce qui s'est passé avec Vision 4 avant que je n'arrive et que je reparte. Non. En réalité, il ne s'est pas passé grand chose, où il ne s'est pas passé des choses négatives. Au contraire, je suis très heureux d'avoir travaillé à Vision 4, d'y avoir passé 4 années. C'est moi-même qui ai choisi de repartir de là. Personne ne m'a mis à la porte. Et je parle sous le contrôle de tous mes collègues de Vision 4 et de tous ceux qui y sont. Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga, papa Jean-Pierre comme je l'appelle, monsieur très sympathique, qui m'a rencontré plusieurs fois, qui a écouté mes émissions à la radio, qui ne savait pas que j'étais un homme de radio. Quand il a découvert que j'étais un homme de radio, il était tellement étonné, il m'a appelé pour me demander, c'est toi qui fais ça? Je dis oui. Et pour la petite histoire, il m'avait fait une belle récompense ce jour-là. Et les récompenses, il en fait régulièrement à tous ses employés. Le salaire est régulier, mais à un moment donné, j'ai envie d'autre chose, quoi. J'ai envie d'autre chose, je lui en ai parlé. Au début, il n'avait pas écouté, mais après, je lui ai dit, il faut vraiment que je parte, quoi. Je pensais avoir fait ce que j'avais à faire là-bas et que le moment pour moi était venu de repartir vers d'autres aventures. C'est rien que ça. Il ne s'est rien passé de négatif. Je suis parti de là pour revenir à Douala et peut-être que je partirai même d'ici, qui sait. Donc ça dépend.
Je suis pas celui qui va de gauche à droite comme on peut l'imaginer, mais ce métier peut vous appeler à faire de nouvelles découvertes. Pourquoi vous allez bouder? Pourquoi allez-vous bouder ces découvertes? Pourquoi allez-vous bouder tout ce qui se présente à vous? Je n'allais pas rester toute ma vie à Vision 4. Au contraire, partir de cette manière, c'est garder de très bonnes relations avec Papa Jean-Pierre Mougou Beninga, que je peux rencontrer quand je veux, rencontrer les autres aussi. Il y a pas mal, j'ai eu de très bonnes personnes là-bas, j'ai rencontré beaucoup de belles personnes dans cette télévision, je ne les oublie pas. Il n'y a pas que Vision 4, parce que vous voyez, peut-être que Vision 4, il y a Satellite FM, parce que Vision 4 a une radio qui s'appelle Satellite FM. Et j'y avais une émission qui passait tous les jours, qui s'appelle celle qui passe ici à Douala, qui s'appelle Autoroute 494. Elle passait d'abord le soir, 18h, 20h, et après on l'a renvoyée, elle était maintenant entre 10h et 12h. Et ça tenait carrément l'audimat pendant de 10h à 12h, tous les jours de lundi à vendredi. Et pour moi, c'est quelque chose de magique. Mais il était temps pour moi, non seulement de me reposer un peu, parce que durant ces 4 années, je n'ai pas pris de repos. Il fallait que je me repose, il fallait que je parte vers d'autres aventures, que je m'engage dans d'autres choses dont je garde encore un petit peu ces crans. Vous aurez l'occasion de découvrir cela. Mais il fallait que je me concentre pour réaliser certains projets qui étaient en cours. Maintenant, l'auditeur ou l'internaute ou bien celui qui ne comprend pas peut interpréter à sa manière. Mais c'est moi qui suis dans ce système, c'est moi qui sais exactement où je vais et j'essaie de le faire de la manière la plus correcte possible. Si j'ai bien compris, cela signifie que vous n'aviez pas de contrat écrit avec vos employeurs. Donc, si bien que vous pouviez partir quand bon vous semblait. Je n'ai jamais travaillé sans contrat. Ça, c'est impossible. Je ne travaille pas sans contrat. Même si je dois m'engager avec vous dans une aventure, on établit un contrat. C'est automatique, c'est systématique. Non, j'étais vraiment dans quand le moment est arrivé de démissionner, je préviens d'abord mon employeur. Je ne vais pas tout de suite le surprendre. Il sait que quelque chose comme ça va arriver. Alors, si j'ai osé démissionner, c'est parce que je pensais que j'étais dans mes droits, ça répondait véritablement de manière honnête et claire à ce que j'avais envie de faire. Donc je ne voulais pas partir comme un voleur. Encore que, étant à Yaoundé, à 1 an déjà, je pouvais partir si je voulais. Je suis resté davantage, je suis resté jusqu'à 4 années. Et là, c'était bon pour moi, il fallait que je parte. Et je suis parti, ça n'a pas été facile. Vous savez, toute séparation n'est pas facile, mais en fin de compte, je suis heureux quand je repars de ce côté, quand je revois les anciens collègues. Ça s'est passé de cette manière, tellement simplement, quoi. Jason Black, qui est Hilaire Tudio? C'est un monsieur que j'ai rencontré quand je suis revenu sur Douala. C'est un monsieur que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui avait une FM qui s'appelle Sango. J'espère que c'est toujours le même nom. J'ai eu une aventure dans cette boîte, une aventure de 2 mois, une aventure qui a beaucoup étonné, mais qui pour moi, si c'était à refaire, je le referais, parce qu'il n'y avait aucun péril à la demeure. C'était une aventure intéressante. J'ai rencontré des gens intéressants. Je n'ai jamais simplifié là où je suis passé ou bien manqué de respect. Non, c'était une belle aventure. Certains qui ne comprennent pas l'aventure ont vu ça bizarrement. Mais pour moi, ça a été une aventure magnifique. L'une des raisons qui vous a poussé à quitter Sangostar est le fait que vous l'aviez une fois surpris en train de vendre, je crois, des tôles. Il ne s'agit pas de ça. C'est que M. Hilaire Tudio est quelqu'un qui se lance aussi dans le monde de la communication. Peut-être il n'a pas tous les éléments qu'il faut pour mieux comprendre ce monde. Et vous lui expliquez à votre manière. Il comprend un bout, il ne comprend pas un bout, mais vous restez des hommes. À un moment donné, comment je peux vous expliquer ça? Parce que je ne vais pas rentrer dans le fond de ça, parce que ce n'est pas si important que ça. Disons que M. Hilaire avait voulu que nous soyons en exclusivité totale. Hilaire me disait qu'il avait une télévision, qu'il allait ouvrir une télé et tout ça. J'ai respecté, parce que je vous dis, je respecte toujours tous ceux avec qui moi j'étais. Donc, il m'avait dit qu'il avait une télévision à ouvrir et que c'était bien qu'ensemble on se lance, mais d'abord voilà la radio. Je lui ai montré les différents problèmes de la radio. Je lui ai dit que ça n'arrivait pas à quoi. Ça n'arrivait pas plus loin que ça et qu'il fallait faire un effort. Il m'a fait beaucoup de promesses. Ça ne me dérangeait pas parce qu'en même temps, je travaillais en même temps. Je n'étais pas à l'arrêt, quoi. Moi, j'étais toujours en train de bosser un petit peu. Et le jour où on doit lancer les programmes sur Sango, les programmes que moi j'ai
initiés, les programmes que moi j'ai administrés, on doit donc les lancer. Je lui dis, je vais travailler pour toi, parce qu'on se tutoyait, on allait au resto, on était souvent ensemble. Je lui dis, je vais commencer en attendant sur une télévision parce que on est en contrat avec la radio, la télévision n'émet pas encore. Donc, moi, je ne suis pas en contrat d'exclusivité avec toi. Donc, je peux être ailleurs. Je ne sais pas si vous avez bien compris ça. Alors, quand je démarre donc la matinale, parce que je suis producteur d'émissions, je ne sais pas si vous voyez, quand je démarre donc ma première production matinale à la télévision où je suis en ce moment, j'avais prévu qu'à 10h, je viendrais faire mon émission là-bas entre 10 et 12. Mais quand je suis en train de rentrer, quand je suis encore en route, je pars de la télévision pour aller à Sango. Je suis encore dans ma voiture, je me rappelle très bien. Et je reçois des messages. Je ne voulais même pas les lire parce que je ne voulais pas être en retard, je ne faisais qu'accélérer. Mais ça pleuvait. Il était dans tous ses états. Il était dans tous ses états. Il me dit, mais non, tu m'as trahi, tu m'as trahi. Je dis, mais comment ça? Comment ça, je t'ai trahi? J'étais étonné. Mais il était tellement figé dans sa manière de penser, il ne comprenait rien, alors que c'était facile à comprendre. Il ne comprenait rien du tout. Moi, j'ai insisté, il dit, mais écoute, si tu m'écoutes pas, moi, je vais laisser ça tomber. Il ne comprenait rien. Il pensait que le fait qu'il soit parti sur cette chaîne de télévision, qu'il perdait quelque chose, qu'il allait... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pensait vraiment. C'est comme ça que l'aventure s'est arrêtée. Mais dire qu'une histoire de tôle, tout ça, non, 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 non. Je crois que M. Hélène n'a pas très très bien compris ce qu'on pouvait faire ensemble. C'était une petite radio, c'est ce que je voulais. Une petite radio qui n'est même pas connue, qui est rien. La sortir de l'ombre, c'est ça mon projet. La sortir de là où elle se trouve pour la rendre plus officielle. Comme on l'a fait en Côte d'Ivoire, il y a une radio à Port-Boué qui s'appelle ATM, Alliance Terre-Mer. Cette radio n'était qu'une radio communale. Mais laissez-moi vous dire qu'on nous écoutait jusqu'à arrivera à Toban, partout à Yopougon, que ce soit à Djamé, on nous écoutait partout. Pourtant, au début, c'était pas ça. Donc moi, c'était ce que je voulais faire. Sortir une radio de l'ombre, la mettre devant. Mais le monsieur, il est calé dans il avait quelques émissions qui ne voulaient pas bouger, quelques trucs qui ne voulaient pas bouger. Donc, en fin de compte, l'aventure s'est arrêtée là. Mais il ne me doit pas, moi je ne lui dois pas. Est-ce que vous gardez de très bonnes relations avec tous vos patrons? Je dois commencer par le PDG de Canal 2, de RTM Télévision, de Vision 4, Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga. Et je vais terminer avec Hilaire Tudio. Est-ce que vous gardez de bonnes relations, mis à part le fait que vous soyez séparés à la queue leu? Vous avez oublié Abeka, peut-être. Parce que c'est pas... J'ai oublié ATM, j'ai oublié peut-être Nostalgie, toutes ces chaînes. J'en oublie quelques-unes hein, parce que j'ai eu à collaborer avec beaucoup de... Je garde de très très bonnes relations avec mes patrons. J'ai une grosse pensée pour un de mes patrons à Radio France Internationale qui je n'ai plus de ses nouvelles depuis un certain temps, mais je l'aimais beaucoup parce que il était très très proche, si je peux dire. On se parlait comme un père. C'était un monsieur de nationalité portugaise. Il s'appelait Rui Baslar. Je lave sa barbe blanche et tout. Il me conseillait beaucoup parce que j'étais un jeune journaliste qui se lançait dans le métier et c'était l'une des personnes qui me conseillait beaucoup, ce Portugais. Il me racontait souvent ses voyages en Angola, où il avait ses amis. Il me parlait beaucoup. Rui Basla, inoubliable. J'ai d'autres patrons encore, d'autres chefs à Radio France Internationale, Olivier Dallage, Corinne Manjou, qui ont été des personnes. Jean-Hélène, paix à son âme. Jean-Hélène, c'est lui qui m'avait envoyé au service d'information. Jean-Hélène, et beaucoup de respect pour un tonton. Je ne pourrais pas être à la hauteur de ce qu'il a fait. Il s'appelle Laurent Sadou. Il était entre RFI entre midi et je crois à midi 14, quelque chose comme ça. Bref, mes patrons, mes anciens patrons, j'essaye de garder de bonnes relations. Je crois que quand on a l'occasion de se rencontrer, parce que ça arrive que l'on se rencontre, le patron de Canal 2, qui est un papa pour moi, il aura toujours mon respect. Il le sait. Si vous lui posez la question, il vous le dira. Il aura toujours mon respect. Il n'y a pas que lui. Il y a le patron de Suite FM, qui est monsieur ce notable, Abel Fosso. Eric Fosso, toutes mes anciennes relations là-bas.
ça ne souffrait de rien. Les anciens patrons, je n'ai pas revu mon ancien patron de ABK depuis pas mal de temps, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Ensuite, il y a eu Vision 4, je suis allé, voilà, justement, j'ai eu Jean-Pierre Mougou Belinga, une très 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 belle expérience parce que à côté de ce qui se raconte sur l'homme, à côté de ce qui se dit, si vous le rencontrez, vous changerez véritablement d'avis. Un monsieur très 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 très, très gentil. Ce n'est pas que les salaires de Vision 4 sont exorbitants, non, c'est des salaires réguliers. Si vous êtes d'accord sur le montant qu'on va vous donner, on vous le paye. Si vous pouvez négocier votre salaire pour avoir 800 000, 700 000, 1 million par mois et qu'on est d'accord, on vous payera ce salaire. Donc j'ai de très très bonnes relations avec ce papa qui m'a permis de réaliser beaucoup de choses dans ma vie. Et s'il me regarde, je lui dis encore un grand merci. Il y a eu encore quel patron? Déjà, LTM, j'y étais il y a 20 ans parce que quand je suis rentré de la Côte d'Ivoire en 2000, j'ai travaillé d'abord pour LTM, à la radio. Et avant de repartir, je suis revenu encore parce que j'ai fait de la production là-bas. Après 20 ans, ça se passe bien. Si Tinali, on est encore en collaboration, ça veut dire qu'elle a gardé un souvenir de moi qui n'était pas mal. Si je devais repartir vers Vision 4, je crois qu'ils ne me fermeront pas la porte. Mais je ne suis pas quelqu'un qui se lave dans la même eau tout le temps, quoi. Je n'aime pas trop me baigner dans la même eau. Madame, monsieur, ce sera désormais une tradition dans le cadre de ce programme. Alors, je vais vous laisser le temps d'écouter tour à tour les témoignages de quelques proches de Jason Black. Ils sont eux aussi hommes de médias. On revient pour la suite. La rencontre s'est faite par la grâce, je le dis, de Dieu. Et quelqu'un de très ouvert. Il s'offre à tout le monde comme l'on veut bien s'offrir à lui également. Je reste à la maison et puis je reçois un coup de fil. Lorsque je décroche, je suis allô, c'est Jason Black. Je t'attends à la radio à 16h30. On va commencer. Et puis j'étais surprise mais comment Jason Black m'appelle et pourtant je suis plutôt passée par Eli Boma. Et là vraiment c'était, je sais pas comment je vais dire que je me suis sentie. En fait j'étais à l'aise dans ma peau de savoir qu'une grande personnalité en fait puisse me contacter et dire que bon, on va travailler ensemble, je vais t'aider dans ce que tu vois que ce sera utile pour toi. En fait, je vais faire en sorte que tu puisses connaître le monde des médias et c'est ce qu'il fait jusqu'ici. C'est quelqu'un qu'on a rarement vu fâché. Et quand il est même fâché, c'est quelque chose qui l'a réellement touché. Et puis, il a ce côté où, lorsqu'on passe le temps avec lui, on a l'impression que la journée ne va pas s'arrêter, la nuit n'arrive pas. On a l'impression que la vie est facile, on peut la vivre comme ça, et puis c'est ça. Avant lui, en fait, j'ai eu d'autres patrons. Je dirais pas qu'ils sont très différents parce que tous sont les mêmes. Ils sont des hommes au grand cœur, ils sont ouverts, ils prennent... En fait, ici, ils nous considèrent tous comme ses enfants, si je peux dire comme ça. Ils nous parlent et lorsque peut-être tu fais quelque chose qui n'est pas bien, ils te disent une fois que bon, là, tu as fait, il faut plutôt essayer d'améliorer. Et donc, en gros, je dirais qu'il est un bon patron. Il se soucie en fait de nous. Il veut nous voir évoluer en fait dans le monde des médias, si je peux dire comme ça. Alors, Jason Black, je vais te donner les noms de quelques hommes de médias et personnalités et tu vas me dire ce que tu penses d'eux. Donc je vais commencer par Jocelyne Nina. Jocelyne Nina, belle femme, voluptueuse, splendide, pleine de talent. On va dire quoi, une fille pleine de ressources, qui a de l'énergie, une femme éblouissante, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Elle sait qu'elle fait partie de moi quelque part. Je lui dois beaucoup de respect. C'est pas juste seulement ma fille, mais c'est aussi quelqu'un très proche. Une personne d'une certaine grandeur. Pourtant, elle est si jeune. La seconde dame de médias, c'est Laura Dave. Laura Dave. Une fille qui déborde d'énergie. J'ai eu l'occasion de travailler avec elle. J'ai même quelques photos. J'ai quelques photos que je garde. C'est pour son anniversaire prochain parce qu'elle ne sait pas que j'ai ces photos-là. Je les garde et quand elle les verra, certainement, elle sera très très surprise. C'est une fille bien. Une fille bien de 1 mètre combien, elle est assez grande. Elle est aussi très amusante. Président Chop Chop. Pour la petite histoire, ça reste quelqu'un de très proche avec qui j'ai partagé
je partage encore plein de choses avec lui. Ça ne se montre pas en public, mais je vous prends un exemple. Lors de la mort de celui qui était mon mentor, celui qui m'a tenu la main à Radio France Internationale, que Chop Chop a bien connu, c'est-à-dire Amobé Mévégué, on s'est appelé parce qu'on était tous les deux très tristes. On revoyait ce qu'on a fait ensemble. Il n'y avait pas que Amobé Mévégué. On a reçu beaucoup de gens de RFI qui venaient au Cameroun. Mais avec Amobé, on a eu des contacts particuliers quand il est arrivé avec Chop et tout. Mon premier fils venait de naître, c'était un moment unique. Avant cela, Chop et moi étaient déjà très très proches. Et je peux vous confirmer que mon fils porte son prénom, c'est par amitié pour Chop. C'est quelque chose que je ne parle pas de ça souvent en public parce que je ne suis pas quelqu'un qui met sa vie comme ça au devant de la scène. Ça ne m'intéresse pas. Je crois que je donne déjà un peu trop au public pour ne pas lui donner toute ma vie en même temps. Mais c'est quelqu'un... On se connaît bien avant que la télévision... avant de se retrouver à la télévision, quoi. Et mon fils, Landry, c'est bien le prénom de Chop. Il est né au moment où nous étions en train de... où on était ensemble. Et j'ai voulu qu'il porte ce prénom. Vous connaissez Yolande Bodion? Que puis-je dire sur Yolande? Vous la connaissez aussi bien que moi. Vous la voyez, belle femme, talentueuse aussi, qui se passionne pour le métier que j'ai connu quand elle était encore hôtesse de l'air. Et elle s'est beaucoup intéressée au métier. Les portes lui ont été ouvertes. Et je crois qu'elle est entrée dans ce métier. Et, comme nous tous, on voit un petit peu son évolution et ce qu'elle est en train de faire. Donc voilà, je suis quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et si elle nous regarde, je lui adresse un bonjour, quoi. Jason Black, votre mot de fin, c'est quoi, en quelques mots seulement? Je suis habitué à poser des questions et moi, je pas toujours cette faculté à pouvoir répondre. Mais si vous écoutez un peu mes chansons, je crois que j'ai dit tout dans mes chansons. Si vous les entendez, si vous prenez le temps de les écouter, vous verrez bien que je dis beaucoup de choses, mais je les masque un petit peu, mais je parle beaucoup si vous prenez le temps d'écouter. Mais m'exprimer comme ça à l'occasion d'une interview, franchement, je sais que je n'ai pas été un très très bel intervenant, un très très bon client dans cette interview. Mais ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, plaisir de dire des choses, plaisir de partager la passion de ce métier, parce que je sais que vous-même, vous êtes un passionné, vos cadreurs, vos réalisateurs et tout, des passionnés. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de rencontrer des passionnés et de faire avec eux un bout de chemin. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu d'un brin de votre chanson, de l'une de vos chansons? Ce ne sont que des rumeurs, ce ne sont que des clameurs, des thèses, des antithèses, des hypothèses, des parenthèses, que des suppositions, des ragots à profusion, que de grosses impulsions, des grands feux de position. Si vous les écoutez bien, ces chansons, vous aurez beaucoup de réponses à vos questions. Merci à Jason Black qui a répondu présent dans le cadre de cette émission. Je vous rappelle que c'est un homme de médias, journaliste, animateur. Alors, merci à tous ceux qui ont été au four et au moulin de ce programme. Merci à Marie Moukala qui en a assuré la coordination centrale. Jean Clignotant était à la réalisation. Et la dame qu'on appelle Céline Tchakounte était bien à la mise en onde. Je suis Marius Castella. Retrouvons-nous dans le prochain numéro de Clapette. Au revoir.